Ce que je vous propose, c'est de vous présenter la solution Vérif Permis, qui est un service que nous mettons en œuvre dans les jours qui viennent. Si tu peux juste partager le support, Michel. L'idée là, c'est moi je vais vous faire rapidement une présentation du service. À côté de moi, il y a Jean-Michel qui va vous faire une démonstration du produit. Et à l'issue de cette présentation-là, on pourra faire une séance de questions-réponses si vous le souhaitez. Bon, là, c'est juste un support pour partager avec vous. Il y a dans la réunion, du coup, il y a moi qui suis directeur de programme, Pascal Mazard, il y a Jacques Velot de l'Imprimerie nationale. Bonjour, ravi d'être avec vous, merci d'être présent. Il y a Xavier Kubaki. Bonjour, enchanté d'être avec vous également et merci de votre participation. Et puis Jean-Michel qui fera la démo après. Si vous avez des questions que vous ne tenez pas jusqu'à la fin, vous pouvez aussi les mettre dans le chat pendant la démo. J'essaierai d'y répondre en direct ou au pire, on y répond à la fin. Voilà. Et je tiens à préciser, s'il y a encore d'autres questions, de toute façon, je sers d'intermédiaire entre nos adhérents TLF et l'Imprimerie nationale. Donc, vous pouvez également m'adresser vos questions par la suite. Voilà. C'est parfait. Bon, du coup, je passe la petite slide introductive. Attends, je vais cliquer. Comment je peux passer sur. Voilà. Alors, au programme du webinaire, c'est ce que je disais, la présentation du service, une démo et des questions-réponses. On peut passer à la suite pour gagner du temps. La présentation du service Vérif Permis. Appuyer. Alors, juste, qu'est-ce que le service Vérif Permis? C'est un portail sur lequel les entreprises peuvent se connecter pour consulter le registre des permis de conduire. Donc, c'est ce qu'on appelle le SNPC, c'est le Système national des permis de conduire, qui permet de connaître l'état du permis de leurs conducteurs salariés. La solution, elle concerne 40 000 établissements, à peu près 33 000 entreprises et 670 000 conducteurs éligibles. Donc ça vient d'où? Ça vient de décrets d'arrêtés qui ont été publiés par le ministère. Donc là, je vous ai mis le lien dans le support. Alors j'imagine bien que vous n'allez pas savoir le recopier comme ça. Donc on pourra vous partager le support ou vous copier-coller le lien dans la conversation, qui donne toutes les entreprises qui sont éligibles à ce dispositif. Donc, voilà, ce dispositif est soumis en fait à un abonnement. Donc, c'est un service qui est payant, dont l'abonnement est de 40 € par an. 40 € pour les entreprises de moins 40 conducteurs, c'est 40 €. Pardon, je recommence. Il y a 2 abonnements qui sont tous les deux à 40 € hors taxe. Le premier abonnement pour les entreprises de moins de 50 conducteurs qui bénéficient de 100 consultations gratuites, donc sans vérification de l'état de permis de conduire de conducteur par an. Et le deuxième abonnement, il faut en plus payer la consultation unitaire qui est de 95 centimes. Voilà. La vue du produit, en fait, vous voyez que c'est pas un gros portail qui est plutôt simple. Enfin, c'est un portail qui est plutôt simple à utiliser, qui est plutôt léger. Il consiste en quoi? À pouvoir créer un compte, pouvoir créer mon entreprise, y ajouter des conducteurs, effectuer des vérifications, des interrogations du système national des permis de conduire et pour pouvoir payer. À côté, nous, côté Imprimerie nationale, on a aussi un centre de contact qui permet d'être appelé pour l'accompagnement en cas de difficulté, enfin en cas de souci. Et puis des outils de reporting et de tout ce qui est sécurisation, les attestations, on les conserve, etc. dans le temps. Donc tout ce qui est la sécurité, etc. est garanti par notre solution. Voilà. Suivante. D'un point de vue planning, alors globalement aujourd'hui, alors j'ai pas décalé la flèche, mais on a commencé une phase de pilote avec une entreprise, enfin 2 entreprises, pour valider que la solution fonctionne bien. Et on va rapidement passer à la phase de
de mise en service totale à tout le monde. Voilà, bah, tu peux passer à la suite du coup. C'est le plus important. Je laisse la place à Jean-Michel. Donc là, moi, je vous ai donné très rapidement le contexte. La démo répondra peut-être déjà à des premières questions que vous auriez. Et sinon, bah, on complétera après. Donc Jean-Michel, je te laisse. Vas-y. Oui, donc concernant la démonstration, là, vous pouvez voir la page d'accueil du site. Une page qui comporte un certain nombre d'informations présentant le service, qui permet de créer un compte en ligne. Un argumentaire sur les avantages du dispositif mis en place. Ensuite, une explication concernant les abonnements dont Pascal a évoqué le sujet précédemment. Donc, les abonnements pour les entreprises de moins de 50 salariés et également un abonnement pour les entreprises de taille plus conséquente. Je précise que comme ça a été vu, et Olga, je crois, a participé à un certain nombre d'ateliers, les entreprises de plus de 50 conducteurs sont bien sûr les plus grandes et représentent par rapport à la volumétrie globale moins de 10% de la volumétrie totale, donc à la fois pour le transport de marchandises et de voyageurs. Ensuite, une présentation, une explication sur l'utilisation du service. Donc, évidemment, pour pouvoir utiliser le service en ligne, il faut d'abord disposer d'un compte. Il faut créer un compte sur le portail. Ensuite, il faut souscrire un abonnement. Il faut disposer d'un abonnement actif. Il faut également posséder des jetons. Et à l'issue, lorsque ces deux conditions sont remplies, on peut, au sein de l'entreprise, on peut gérer sa flotte de conducteurs, donc par la création des conducteurs, et ensuite par la vérification du permis auprès du SNPC, et également la possibilité d'éditer des attestations de vérification, que nous allons voir plus tard. Et également, lorsqu'un conducteur ne fait plus partie de la société, on a la possibilité de le supprimer et disposer d'une attestation de suppression. Mais nous allons voir ça en détail par la suite. Donc, en pied de page du site, nous avons différents liens concernant la foire à questions, les mentions légales, les conditions générales d'utilisation, les conditions générales de vente, l'accessibilité. Ce lien va arriver très prochainement. La politique de confidentialité, également un lien concernant la gestion des cookies. Concernant la foire en question, elle a été bâtie avec quelques entreprises lors des ateliers, avec le ministère, etc. Elle est amenée à évoluer. L'idée, c'est qu'elle soit exhaustive. Peut-être qu'on la complétera même avec des questions que vous pourriez dont vous pourriez nous faire part pendant ce webinaire. Voilà. Donc l'idée, on est sûrement une partie des questions que vous poserez, les réponses sont déjà dans la FAQ. Mais c'est normal. Voilà. Donc, je vous propose de faire une démonstration en créant un compte utilisateur. Donc, je m'inscris au service Vérif Permis. Donc là, en fait, je suis le représentant légal de la Société des Transports d'Auvergne. Donc, je crée ma fiche utilisateur. Je vais renseigner mon adresse électronique. J'ai pas de son. Ensuite, je vais définir mon mot de passe. Alors, le mot de passe doit respecter une certaine politique qui est décrite à ce niveau-ci. Donc, je le sais. J'ai fait une bêtise. Donc, je saisis mon mot de passe. J'ai la possibilité de voir son contenu avec l'œil qui est présent sur le champ. Là, je dois confirmer la saisie de mon mot de passe.
Je dois accepter les conditions générales d'utilisation et je dois certifier que les informations sont, sont véridiques, sont strictement conformes à mon titre d'identité. Donc, je valide mon inscription. À ce moment-là, je vais recevoir à mon adresse mail un mail me permettant de finaliser la création de mon compte sur le portail. Je valide mon adresse électronique. Et voilà, mon compte est créé. Je peux créer ma société. Donc là, tout d'abord, je dois me connecter. Donc, je me connecte avec mon adresse mail. Je renseigne bien évidemment mon mot de passe. Je clique sur le bouton Je me connecte. En cas d'oubli de mon mot de passe, évidemment, j'ai une fonctionnalité de mot de passe oublié. Donc là, par défaut, sur cet écran-ci, on voit que je n'ai aucune entreprise de rattachée. Donc, je vais ajouter une nouvelle entreprise. Donc là, je déclare mon entreprise en fonction de la réglementation, la législation en vigueur concernant les différents articles de loi, différents contextes d'entreprise, si c'est du transport public de marchandises, si c'est du transport de personnes, ainsi de suite. Et à chaque fois, il y a possibilité d'avoir un rappel à l'article concerné. Donc là, dans mon cas de figure, je veux dire que je crée une entreprise de transport public de marchandises. On précise, cette page a fait l'objet d'un travail Avec le ministère. avec le ministère ou avec les ministères, justement, pour que justement toutes les entreprises éligibles puissent avoir accès, puisqu'il avait été envisagé initialement un code NAF, mais certaines entreprises ont justement une activité de transport, mais qui n'est pas l'activité principale, ce qui fait que le code NAF qui leur est rattaché ne permettrait pas de l'avoir. D'où cette liste détaillée pour que justement elle puisse s'adapter à la loi telle qu'elle est aujourd'hui et peut-être à des extensions si la loi étendait le champ qui est aujourd'hui limité au transport public justement à d'autres secteurs. Voilà. Okay. Donc, je continue. Donc là, j'ai la possibilité de définir une adresse mail de contact. Alors, l'adresse mail de contact, c'est une adresse mail qui n'est pas obligatoire et elle permet de recevoir toutes les communications de l'entreprise, à savoir les attestations de suppression de conducteurs, les factures liées aux abonnements, aux commandes effectuées. On peut créer une adresse générique, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ça se fait beaucoup dans les structures, je sais pas moi, monentreprise.fr. Ça sert à ça. Ben, c'est facultatif, mais c'est très pratique. Donc, la partie la plus importante est à ce niveau-ci. Au niveau, là, je vais définir concrètement l'entreprise. Donc, je peux être le représentant légal ou alors je suis mandaté pour représenter l'entreprise. Donc là, je vais saisir un libellé qui est obligatoire. Je vais saisir le numéro de SIRET de mon entreprise. 49 77 81 39 3. Je vais ajouter une pièce d'identité, le verso de la pièce d'identité, que ce soit une carte d'identité ou un passeport.
Donc à ce moment-ci, il y a une analyse antivirale du document qui est téléchargé. J'atteste bien évidemment sur l'honneur l'exactitude des informations fournies. Je confirme être habilité à réaliser la démarche et je dois accepter les conditions générales d'utilisation. J'ai oublié de me renseigner que j'étais le représentant légal. Donc forcément, je n'avais pas le bouton continuer l'enrôlement n'était pas disponible. Donc je continue l'enrôlement. Donc voici l'écran du représentant légal. Il peut inviter un gestionnaire. Donc en l'occurrence, nous allons réaliser cette action-là. Une entreprise peut disposer jusqu'à 10 gestionnaires. Ben, tu avais la réunion pour le truc de permis? Donc là, mon La gestionnaire réunion? est invité. C'est normal. J'ai invité un gestionnaire, mais comme le gestionnaire ne dispose pas de compte, je vais procéder à la création de son compte. Oui, merci. Décidément, moi je suis contre. Donc là, je vais saisir mon mot de passe. Les règles du mot de passe, ce sont celles qui sont préconisées par l'ANSSI. Donc, on s'y conforme. C'est un peu complexe, 12 avec tout ça, mais voilà, ce n'est pas une initiative Imprimerie nationale, c'est les bonnes pratiques qui sont demandées de respecter. Donc là, maintenant, je vais me connecter avec l'adresse email de mon gestionnaire. Donc, mon gestionnaire, je vais tout d'abord finaliser la création de son compte, naturellement. Donc, le compte est finalisé dans l'application. Donc, je recommence. En fait, me représentant légal m'a invité. Donc, j'ai un mail d'invitation qui comporte un code qui permet de rejoindre l'entreprise. Donc, je me connecte en tant que gestionnaire. Donc, voici. Et j'étais invité, donc je vais rejoindre une entreprise. Donc, je dois saisir un code de rattachement qui est celui-ci. Donc, je saisis le code de rattachement sur mon portail. Je valide. Et je suis reconnu, je suis gestionnaire, dorénavant gestionnaire de l'entreprise. Donc, je vais pouvoir maintenant gérer des conducteurs. On fait peut-être, est-ce qu'il y a peut-être des questions, parce qu'on fait beaucoup d'étapes là. Nous, on connaît. Je réponds des Bien questions. sûr, je vois que tu réponds de manière efficace et en direct. Coup, si tu vois, voilà, c'est juste que peut-être
certaines personnes ont ou posent des questions dans le chat, ou c'est parfait. Je suis en train de répondre en même temps dans le chat. Ouais, Et voilà, si voilà. j'ai pas répondu. Voilà. S'il y a quelque chose de bloquant ou quelque chose qui doit être vu tout de suite, si chacun comprend bien la démarche. Ou pire, lever la main dans la réunion. Voilà, c'est ça. Bien sûr, il y aura une séance de questions-réponses à la fin, hein, mais si vous avez des questions et que vous ne les posez pas tout de suite, gardez-les bien, qu'on puisse y répondre par la suite. Eh ben, peut-être j'en profite, hein, je regarde le chat et c'est la question qui m'a été posée plusieurs fois. Est-ce que la création de compte fonctionne par SIRET ou au niveau du groupe? Ça fonctionne par SIRET. Mais on peut faire, on peut regrouper une entité. En gros, il y a les structures. On peut gérer les établissements de manière unitaire par instrument d'entrée ou par établissement. On peut faire les deux dans l'application, en fait. Oui. C'est ce qui nous a été demandé. C'est justement quelque chose qu'on a fait évoluer pour répondre à la demande. À l'origine, on ne pouvait faire que par Sirène, qui est un point d'entrée unique. Et aujourd'hui, en fait, on peut aller par Sirène. De toute façon, tu as déjà créé l'entreprise? Ah oui. Oui, Ah oui, pardon. tout à fait. Très bien. Je vois qu'il y a une main levée. Peut-être encore une question avant de poursuivre. Oui, bonjour, Franck Pueret, TLF. La question que je pose, donc en complément de ce que vous venez de dire, c'est création par SIRET, mais est-ce que c'est uniquement une modalité d'inscription informatique ou est-ce que c'est également une modalité financière, à savoir si on crée 10 SIRET, ça fera 10 abonnements? Alors, nous, tel qu'on a éprouvé la solution auprès de plusieurs entreprises, en fait, ce qui se passe, c'est que les entreprises il y a des entreprises qui ont une gestion très centralisée et qui, du coup, elles, ne créent qu'un établissement avec plusieurs gestionnaires. Et il y a des entreprises qui sont très, comment dire, et qui créent très décentralisé, qui crée un établissement avec des gestionnaires communs entre les entreprises. Si vous avez une gestion centralisée, vous créez avec le nœud de base, là, globalement, forcément, vous prenez un abonnement vu que vous êtes sur l'entité de base. Du siège. Du siège. Par contre, si vous créez N structures SIRET qui sont totalement indépendantes, là, vous serez obligé de prendre un abonnement par SIRET indépendant. Par établissement. Par établissement. Ça dépend de la gestion que vous avez, en fait. Donc, les deux sont possibles, mais ça dépend du choix ou de l'organisation de l'entreprise, puisqu'en fait, le choix sera en fonction de l'organisation de l'entreprise. Exactement. Si vous avez N petites structures de, je veux dire, de moins de 50 producteurs, c'est peut-être plus intéressant pour vous de prendre 50 abonnements avec les 100 jetons dedans et de ne pas racheter des jetons derrière, par exemple. Voilà. On n'adapte pas un logiciel de simulation. Voilà, après, on n'a pas réellement, qu'on soit dans un modèle ou dans l'autre, c'est équivalent. Pour les grosses structures, c'est équivalent. Pour les petites structures, ils ont pas mal de choix. Mais on a gardé le choix, justement, puisque ce qui a nécessité des ajustements, mais on a voulu laisser le choix aux entreprises, comprenant bien que les deux structures centralisées et décentralisées existaient et qu'il fallait qu'on s'adapte à ces environnements-là. Ok, d'accord. Mais la base, c'est un abonnement par SIRET. Voilà. Donc après, c'est au choix de l'entreprise. J'ai bien compris. Merci. Petite question complémentaire, puisque j'ai vu que dans le chat, c'était également posé. Pour n'importe quel salarié des structures, à partir du moment où il est conducteur, peut être contrôlé. Ce ne sont pas seulement les conducteurs routiers de marchandises, savoir les conducteurs de poids lourds ou de véhicules. Ça peut être n'importe quel salarié de l'entreprise. Non, ce sont les entreprises de transport de... Oui, mais j'entends bien. Mais dans les entreprises de transport, il n'y a pas que des conducteurs. Il y a des salariés sédentaires, des exploitants, des comptables, voilà, mais qui peuvent avoir à un moment donné des véhicules sociétés et conduire dans le cadre de leurs activités. C'est pas forcément que des conducteurs de poids lourds. Voilà, donc j'ai bien compris que c'était par rapport à l'activité de l'entreprise, très bien, mais n'importe quel salarié dans cette entreprise peut être aussi faire l'objet du contrôle.
Ça n'a jamais été. Alors, je pense qu'on joue le joker parce que la question n'a jamais été envisagée de cette manière-là. Ok. Alors, Je vais vous venir en aide, hein. Oui. Dans le texte des arrêtés, c'est strictement limité au personnel de conduite. C'est ce que j'allais dire. De mon Ok. souvenir, dans les textes, il fallait se référer. Merci beaucoup, Olga. Parce que je me suis dit, dans les textes, mais je n'ai pas le texte sous les yeux. Oui, oui. Dans le team. C'était limité à ça. Donc, justement, Oui. quelqu'un qui a juste un véhicule de fonction, on n'a pas le droit. D'accord. Et c'était l'esprit non plus. Hein. Voilà, c'est strictement limité aux conducteurs, mais tout conducteur, VL, PL ou super lourd. Et donc, évidemment, c'est hors champ le personnel, par exemple, du commercial. Hein. Les commerciaux sont pas, et tous les autres non plus. Donc, que les postes de conduite. Ok, merci. Il y a une question dans le chat. Est-il possible de consulter avant embauche? Non. Non. Ça, c'est interdit. Voilà. Strictement. Strictement interdit. C'est pas nous, hein, encore une fois. Oui. Ouais. Oui. Il faut que la personne soit embauchée et puis ensuite, son permis de conduire peut être vérifié. De toute façon, c'est la condition, ça peut être la condition sur le contrat, ça. Absolument. C'est comme ça que, en général, ça a été, enfin, on envisage que ce soit traité. Mais justement, les textes, et pour diverses raisons, hein, peut-être la CNIL, peut-être d'autres choses, mais tant que le conducteur n'est pas salarié, il n'est pas rattaché à l'entreprise. Donc, c'est pour ça que ça aurait ouvert des champs très complexes. Pourquoi vous avez le droit d'aller vérifier quelque chose, quelqu'un pour lequel vous n'avez pas un lien direct? Je vous invite peut-être à continuer le déroulé de la démonstration parce que les questions qui viennent, j'imagine que ça concerne la suite de votre Si je peux me présentation. permettre, juste avant de poursuivre le déroulé, pour la sous-traitance, j'imagine qu'il y a la réponse dans vos réponses. Pour la sous-traitance, on ne peut pas contrôler les chauffeurs sous-traitants. Non. D'accord. Ni les sous-traitants, ni les intérimaires. Ça concerne uniquement les salariés conducteurs. Merci bien. Donc, je vais continuer sur la création d'un conducteur salarié. Bien évidemment, ce sont des données de test hein, et qui sont connues du SNPC de test. Ça nous est donné par le ministère, ce n'est pas nous qui avons choisi les cas. Pour faire ça. Donc, Donc, sur la première étape, je renseigne le nom, le prénom, la date de naissance du salarié. Sur la deuxième étape, qui est facultative, je peux télécharger, je peux mettre en place un document dont le modèle est présent sur le site. C'est une note d'information qui est destinée du chauffeur et qui doit être complétée de sa main. Non, qui peut être complétée, elle n'est pas obligatoire. Oui, elle est facultative. Le document explique le système qui est mis en place. Et le conducteur salarié prend connaissance du document et il appose son paragraphe. Pour juste donner la genèse de ça, c'est une étape facultative dans le portail. L'entreprise doit juste informer son conducteur, ça peut être dans le contrat de travail, une note, enfin, peu importe l'information qu'elle met en place au dispositif pour ses conducteurs. Donc là, c'est juste un moyen dans l'application de le faire, mais c'est un moyen. Tout moyen, n'importe lequel, une note interne, une communication quelconque. Enfin, ça, après, chaque entreprise est libre de gérer son personnel comme elle le souhaite. Mais ça, c'est juste un outil qui est dans l'outil. Un outil dans l'outil. Comme toute obligation d'information, il y aura bien sûr en cas de litige le besoin de pouvoir prouver que l'information a été communiquée. Voilà, là, c'est la responsabilité de l'employeur. Mais il n'y a pas une bonne manière et une mauvaise manière. Même une note interne peut suffire. C'est juste un moyen de communication. Donc, ce document est facultatif. Et ensuite, je vais renseigner son numéro de permis. Alors, le permis, selon la date d'obtention, peut avoir différents formats. C'est le numéro de permis de conduire peut avoir différents formats. Dans ce cas de figure, c'est pour ça que nous avons mis un visuel pour vous aider.
Dans ce cas de figure, le numéro de permis est sur 12 caractères. Sur ce format-ci, il est présent sur 3 champs distincts. Donc, il faudra bien naturellement saisir les champs à l'image qui est présenté. Et ici, enfin, les derniers permis, format carte bancaire. Donc là, nous avons un permis sur 2 champs, et ici également, mais structuré de manière différente. Alors, dans le cadre des tests, je vais récupérer le numéro de permis qui m'a été fourni. Et enfin, je clique sur le bouton enregistrer pour clôturer, pour valider la création de ma fiche conducteur. Donc, je vais créer un autre conducteur qui est, par exemple, non reconnu du SNPC, et après, je ferai une vérification. Il n'y a plus de son. Si, c'est parce qu'il est en train d'enseigner les numéros. Donc là, ce cas de figure, c'est un numéro de permis qui sera non reconnu du SNPC. Donc, Ronaldo est connu et Renard est inconnu. Je vais procéder à la commande de l'abonnement. Donc, donc là, vous voyez, vous avez 2 possibilités, ce qu'on disait en préambule. Sélectionner un abonnement pour une entreprise qui dispose de plus de 50 conducteurs, et ici pour une entreprise qui dispose de moins de 50 conducteurs. Donc là, vous avez donc si vous disposez d'un abonnement actif et que vous n'avez plus de jetons, dans ce cas de figure-là, vous aurez un radio-bouton à ce niveau-ci, avec un message: votre abonnement est actuellement actif, je souhaite procéder à l'achat de jetons. L'achat de jetons se fait au niveau de l'étape 2. Donc là, en l'occurrence, nous n'allons pas le faire. Et je vais procéder au paiement de ma commande. Alors, pour procéder au paiement, je vais utiliser une carte de test. Je vais renseigner les informations de ma carte, information classique, et je vais valider mon paiement. Donc, j'ai la possibilité d'imprimer le reçu carte bancaire. Le voici. Et je clique sur le bouton « Continuer » pour terminer mon process. Donc, à l'issue du paiement carte bancaire, vous disposez du numéro de transaction et également de la référence de la commande. Et le message vous précise que le paiement a réussi. Donc, j'ai procédé au paiement. Je suis Thierry Carlier. Donc, l'original de la facture est envoyé par mail, et également un duplicata est disponible en ligne. Donc, vous avez un historique de facture et vous pouvez télécharger à ce niveau-ci le duplicata de facture. Alors, vous nous avez fait une démonstration pour intégrer salarié par salarié. Il me semble qu'il existe aussi une option pour pouvoir intégrer un tableau Excel avec la liste des conducteurs. J'ai répondu dans le chat à 2 personnes qui avaient posé exactement la même question. Comme ça, c'est une fonctionnalité qui arrive dans les prochaines semaines, qu'on est en train de traiter de notre côté. C'est une demande effectivement de plusieurs entreprises. Et l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir faire de la mise à jour
Parce qu'il n'y a pas que ajouter des conducteurs, mais aussi pouvoir mettre à jour sa liste de conducteurs. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on est en train d'intégrer au service. Dans cette Et c'est version, très important. ah bah oui, Oui, oui. une entreprise qui a beaucoup de conducteurs, effectivement, les rentrer un à un, c'est pas forcément très intéressant. Alors que si on fournit une liste en entrée, on peut mettre à jour sa liste, c'est beaucoup plus efficace. Donc, on est en phase, hein, et c'est un retour des ateliers avec les entreprises qu'on a déjà pu avoir. On est en train d'intégrer. Tout à fait. Donc, on a intégré, justement, on avait imaginé le service, on l'a présenté à quelques acteurs, surtout des très gros acteurs, pour intégrer justement leur requête et voir comment ça fonctionnait de chez eux. Donc, l'idée, bien sûr, au choix de chaque entreprise, mais c'est de télécharger sa liste une fois et de la faire vivre. Et après, vous avez le choix de dire, je fais la vérification pour tous ou je fais la vérification pour certains. Ça, c'est vous qui voyez un service, une demande qui nous a été remontée. Donc, j'en profite pour la partager avec vous, qu'on n'avait pas imaginé initialement. C'est le fait de pouvoir avoir une sorte de, on va dire, non pas d'abonnement, mais puisque ça, il y a des abonnements, mais de, on va dire, de périodicité où la vérification se ferait automatiquement. Donc, ça n'avait pas été imaginé de notre côté, mais ça peut aussi rendre les choses plus pratiques en disant, bah, cette périodicité étant tout à fait paramétrable. Mais tous les mois, tous les 3 mois, tous les ans, mais à une date fixe par rapport à la liste qui devra bien sûr être à jour. Donc, je soumets, puisque ça nous a été remonté par quelques acteurs du terrain, savoir si c'est quelque chose qui, à votre avis, pourrait être intéressant pour vous et si vous avez des remarques particulières. Donc, en effet, on se dit là par rapport à l'état de développement des tests, on se dit que ce téléchargement de la liste, l'import en masse, c'est prévu pour quand? Dans le courant du mois de mai. Courant du mois de mai, voilà, c'est ça. Donc, là, on ouvre le service, en gros, avec cette version-là, pour permettre aux acteurs de se familiariser avec la plateforme, mais tout de suite, dans très peu de temps après, avec cette fonctionnalité-là. Voilà, c'est ça. Puisqu'il y a bien sûr il y a besoin d'information de ses salariés, donc on sait aussi que de votre côté, il y a cette étape nécessaire. Hein. Donc, on va ouvrir le service très rapidement et avant la fin mai, ce sera mis en place pour que justement faciliter l'utilisation. Okay. Et quand vous dites vous ouvrez le service très rapidement, est-ce que vous pouvez nous donner à peu près la période? On va laisser la DSR, comme elle prépare une communication, on doit aussi lui donner certains éléments, donc on laisse la DSR communiquer, mais c'est dans quelques semaines, hein, vraiment. C'est imminent, c'est pas… imminent, voilà, mais voilà, il y a à la fois, on va dire, les derniers tests qui doivent être réalisés. Il y a aussi certaines choses au niveau juridique. Voilà, donc tout simplement, et puis comme c'est une plateforme .gouv.fr, il y a également certaines validations au niveau de l'État qui doivent avoir lieu. Donc c'est pour ça que vous voyez, la plateforme en dehors de l'import en masse est prête. Mais voilà, on ne peut pas vous donner à date une date définitive, mais puisque de toute façon, ce sera avant la fin mai, ça c'est clair. Hein. Est-ce que ce sera avant fin avril? C'est possible, mais voilà, je ne suis pas en mesure de vous confirmer une date exacte. Mais voilà, c'est entre fin avril et un peu plus tard. Voilà. Ok, très bien. Alors, est-ce que vous voulez bien, peut-être c'est prévu, aller plus loin donc dans la vie du salarié au sein de l'entreprise et donc montrer aussi, ou peut-être qu'est-ce qui se passe quand il sort de l'entreprise? Quelles sont les démarches? C'est prévu, oui, tout à fait. Donc là, je rembobine. Donc j'ai un abonnement qui est actif, donc je vois que j'ai son jeton et j'ai une date de fin de validité de mon abonnement. Donc j'ai des conducteurs, je vais procéder à la vérification de leur permis. Alors, tu choisis 1, 2, tout le paquet, hein, t'es pas… Oui, c'est au choix. Oui, au choix. Donc je rappelle, il y en a un qui est reconnu et l'autre qui ne sera inconnu du service. Donc là, je vais lancer les interrogations. On est sur une plateforme de test, hein, donc c'est pas tout à fait les conditions réelles que vous aurez dans l'utilisation du service. Donc dans la partie abonnement, on a vu qu'il y avait l'historique des factures. On peut aussi afficher l'historique des commandes.
Donc, ça permet de connaître les dates de commande, le numéro de la commande, le montant, ainsi que le statut de la commande. Donc, je vais revenir sur les résultats des vérifications. Donc, voilà, nous avons un retour du SNPC pour les deux conducteurs. Donc, on sait que pour l'un conducteur, le résultat est valide et l'autre, il est inconnu des services. Donc, je peux disposer de l'attestation de vérification en ligne. Donc, sur cette attestation, nous reprenons le numéro, le NEPH, la civilité du conducteur, une mention de permis valide, et présent également un 2D doc qui comporte différentes informations, les informations de l'attestation. Et en cas de restriction de circulation, restriction d'usage, elles sont mentionnées ci-dessous. Alors, on précise le 2D doc, vous ne connaissez pas forcément le 2D doc. C'est des choses qui existent aussi sur le permis de conduire, c'est sur d'autres titres. Hein. Donc, c'est un type de QR code qui est infalsifiable. On ne peut pas rentrer dans toutes les spécificités techniques, mais ça permet de s'assurer en cas de litige, eh bien, ou pour éviter qu'il ne puisse y avoir des faux qui soient réalisés par quelqu'un. Justement, le 2D doc ne peut pas être falsifié. Donc, changer un nom sur un document, ça, avec Photoshop, vous pouvez le changer. En revanche, faire un faux 2D doc, l'information du 2D doc, c'est justement le statut, l'état du permis valide et non le nom de prénom de la personne. Sa personne ne pourra faire un faux QR code. Donc, si jamais il y avait à un moment donné un litige ou quelque chose sur un statut qui avait été donné, il faudra lire, justement, c'est le 2D doc qui fera foi. Donc là, maintenant... Et bien sûr, il y a l'outil, on créera un lien, l'outil qu'on met à disposition qui est facilement téléchargeable sur iOS et Android, l'outil qu'on a développé qui s'appelle Smart Verify, qui est utilisé dans de nombreux cas et de nombreux services, justement qui est téléchargeable gratuitement et qui permettra de le lire et d'avoir l'information. Il y a une question, on ne connaît pas le nombre de points, on ne peut pas connaître le nombre de points dans cette attestation. Dans cette attestation-là, c'est interdit. C'est illégal ce serait illégal de vous fournir. Donc, on ne peut pas vous fournir sur l'attestation. Donc, le nombre de points, vous ne l'aurez pas. Vous aurez permis valide ou invalide. Donc, vous allez vite savoir. Oui, tout à fait. Ça va passer auprès de la CNIL. Voilà. Donc, voilà, l'information importante pour l'employeur, il a été considéré, bien sûr, encore une fois, pas par nous, mais c'est de savoir quel est le statut du permis, du droit à conduire d'un de ses conducteurs salariés à un moment donné. Donc, c'est sûr que 5 minutes plus tard, il peut l'avoir perdu. Mais pour être très précis, le SNPC, c'est le système français. Donc, on n'a déjà que les permis français déjà dedans. Donc, j'avais une question dedans. Et la deuxième chose, c'est exactement le même système qui est utilisé par les forces de contrôle, les forces de l'ordre. Oui. Du coup, demain, si vous faites contrôler dans la rue votre permis de conduire, c'est exactement le même appel que nous, ce qui est fait dans l'application. Nous, on fait juste un passe-plat des informations qu'ils nous ont fournies de manière horodatée. Donc, si on a fait le contrôle aujourd'hui 11h48 sur l'attestation, ce sera valide ou invalide aujourd'hui à 11h48. Oui, si simultanément l'employeur fait une vérification à 11h48 et que sur le terrain, un conducteur est vérifié par la police, c'est le même résultat qui sortira. Exactement. C'est la même source d'information. Et nous, de manière probatoire, on conserve toutes ces traces-là pour prouver juridiquement que c'était valide ou pas à cette heure-là. Donc, vous, derrière, c'est vraiment une preuve de la validité ou non du... C'est repris de toute façon dans l'attestation. C'est exactement repris dans l'attestation. Ouais. Donc, c'est aussi ça, vraiment, une des valeurs clés, c'est que c'est opposable. C'est que c'est l'information, il n'y a pas de doute sur c'est la bonne, c'est pas la bonne. Au moment où la vérification est faite, c'est la bonne information que vous avez. Il y avait une question aussi qui a été remontée, je crois, pourquoi des tarifications différentes, hein, c'est bien cela. C'est ça. Alors, nous, on a appliqué ce qui a été convenu, hein, parce qu'on n'a pas d'opinion sur la question.
juste une opinion sur le modèle économique global, hein, mais pas sur la manière de l'instancier. Donc, ça a été dans les travaux qui ont été menés mais depuis plusieurs années, il avait été souhaité par une majorité d'acteurs d'avoir une tarification différenciée entre les plus petits et les plus grands acteurs. Dans le dernier round de discussion, alors sachant, je ne me permettrai pas d'avoir un avis, sachant que le montant global de la redevance était tout de même limité, voilà, je n'utiliserai pas d'autres termes, mais que c'était quand même un montant limité qui était indiqué dans l'abonnement. Il y a eu on va dire un accord ou un compromis, on va dire une convergence vers le fait d'avoir ce seuil entre petites et grandes entreprises avec des tarifications différées sur 50, le chiffre de 50 conducteurs. Donc voilà, donc ça a été l'évolution des échanges entre les organismes, les syndicats patronaux et notamment la DGITM et surtout le ministère de l'Intérieur, la Direction de la sécurité routière. Nous avons vérifié les permis de conduire de nos deux chauffeurs. Au départ, nous étions sur une base de 100 jetons. Un chauffeur pour lequel il est inconnu du service, donc le jeton n'a pas été décompté. N'importe quel moment, il y a possibilité bien sûr, d'effectuer de nouveau l'interrogation. Ensuite, au niveau du conducteur, donc on a vu que Léo Renard était inconnu du service. Potentiellement, je ne sais pas pour quelle raison, il pourrait quitter l'entreprise ou ainsi de suite. Donc, il y a possibilité de supprimer le conducteur. Forcément, c'est une action qui est irrémédiable. Et à partir du moment qu'on supprime un conducteur, l'attestation de suppression est envoyée par mail, mais elle est également disponible en ligne. Excusez-moi, mais inconnu du service, ça veut dire qu'il n'a pas de permis? Alors, soit il n'a pas de permis, soit ça peut être un permis exotique. Ça peut être un permis, par exemple, polynésien qui n'est pas référencé en fait dans le SNPC, dans le Service national des permis de conduire. Voilà, mais c'est pas forcément un permis invalide au sens juridique du terme. Peut pas être. Exactement. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était bridé pour les autres salariés, type des commerciaux, etc. En quoi vous n'avez pas dit que c'était bridé, c'est qu'il ne fallait pas le faire? Oui. Mais c'est pas bridé, donc on peut le faire si on c'est est illégal. malveillant. C'est illégal. Voilà, donc voilà, on ne peut que vous encourager très fortement à ne pas le faire puisque c'est illégal et je ne sais pas quelles sont les conséquences possibles. Et probablement des abus, voilà, ça pourrait être considéré comme négatif, mais bien sûr, le système, nous, on ne va pas vérifier si en effet il y a une fausse déclaration et vous vérifiez. Mais je pense que les conséquences peuvent être graves. Nancy, peut-être que tu veux intervenir sur la responsabilité de l'entreprise? Oui, merci. Alors effectivement, du fait que ce soit illégal, vous amènera à recevoir une sanction pénale si vous vous faites attraper. Alors, je ne saurais vous dire si c'est une contravention ou un délit à ce stade, mais en tout cas, il y aura une sanction pénale. Et en cas d'utilisation de cet argument pour sanctionner un salarié, voire le licencier, ce serait totalement illégal également. Donc, licenciement sans cause réelle et sérieuse avec tout ce qui est associé. Oui. Bien sûr. L'ouverture du droit est précisée dans le Code des transports, où c'est bien spécifié que c'est limité au poste de conducteur. Donc, si ce n'est pas respecté, évidemment, l'entreprise s'expose à des sanctions et des poursuites. Sa responsabilité peut être recherchée déjà au premier lieu par le salarié. Je m'interroge, excusez-moi, j'insiste un peu, je m'interroge sur un point. À partir du moment où on confie un véhicule à un salarié, qu'il soit conducteur, qu'il soit commercial, qu'il soit ce qu'on veut, on n'est pas en droit de vérifier de temps en temps qu'il a le permis, que ce soit à la surprésentation. Vous avez peut-être le droit de vérifier là en lui demandant son permis de conduire ou voilà, mais le service. Oui, le service, celui-ci n'est pas autorisé. J'ai compris. Okay. Exactement.
Vous gardez en fait vos concernant anciennes les... pratiques. Pardon, excusez-moi, vous gardez vos anciennes pratiques de présentation périodique du permis de conduire pour s'assurer, et ça doit être marqué dans le contrat de travail, j'imagine, qu'il doit être en possession d'un permis de conduire en cours de validité, et le fait qu'il vous cache ce fait-là peut engendrer une faute. Oui. Oui, il faut rappeler que toutes les pratiques qui ont été mises en place par les entreprises à l'égard du personnel de conduite ou d'autres salariés sont toujours d'actualité. Et dans le contrat, donc la charge de la preuve repose d'abord sur le salarié au terme de son contrat de travail, si une telle clause a été intégrée dans le contrat. Donc, c'est à lui de signaler à son employeur tout changement qui intervient dans les données personnelles, dont le permis de conduire. Et pour les permis européens, parce qu'on est aussi confronté pas mal à de conducteurs qui ont des permis européens, mais pas forcément français. Pour le moment, en tout cas, le service là, celui-là ne permet pas de le contrôler, le permis européen. Puisqu'on n'a pas accès aux bases des autres pays. Donc, D'accord. voilà, donc on le ferait volontiers, hein, mais il faut avoir l'accès. Donc, pour moi, c'est aussi, c'est un avis personnel, c'est une première étape. Ça permet de le mettre en place. C'est limité aux conducteurs salariés des entreprises du transport public. Donc, il n'y a pas les intérimaires, il n'y a pas les entreprises qui font du compte propre, il n'y a pas les personnes étrangères, enfin, qui ont des permis étrangers. Donc, ils ne représentent pas l'exhaustivité du potentiel, mais c'est déjà une première étape qui permet d'avancer. Et j'imagine que si il y a une demande justement d'extension pour pouvoir couvrir des populations plus larges, après, je suis sûr que Olga et TLF justement poussera le message auprès du ministère pour qu'ils élargissent le champ d'application. Merci pour la confiance, votre confiance en Union TLF. Avec plaisir, depuis longtemps. Depuis longtemps. Très bien, super. Bon, ça fait tout le tour. Hein. Oui. J'ai présenté les différentes fonctionnalités globales de l'application. Moi, j'essaie de répondre aux questions comme j'ai pu, mais j'avoue que c'est un peu mitraillette, alors j'ai dû oublier un certain nombre de questions, donc c'est le moment de Deuxième chance. La deuxième chance, celle que j'ai pu louper dans le chat. Alors, je vois Dorothée Pochet qui lève la main. Si vous pouvez, du coup, poser votre question, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Dans l'attestation que vous avez montrée tout à l'heure, il me semblait qu'on avait les différentes catégories de permis de conduire. Oui. C'est-à-dire que pour un conducteur PL, on pourrait potentiellement aussi connaître la validité du permis voiture, en fait, enfin, l'ensemble des permis. On a toutes les catégories de permis de conduire, donc on a tout. On affiche ce que le SNPC nous retourne. Donc on a toutes les informations de catégories de permis de conducteur. Oui. Ok, très bien. Parfois, il y a des restrictions d'usage. On a aussi les restrictions. Très bien, merci. Alors, je ne vois plus le chat. Si tu peux Alors, me dire. le numéro de permis n'est pas le même numéro demandé par l'entaille. Un message. Parce que le NEPH, là, c'est une personne. Nous, on est régulièrement en contact avec le ministère. Et, nous, ce qui nous indique, et on a eu la même question, je ne sais plus si c'était avec la RATP. Et le ministère a été clair, c'est le numéro de permis de conduire, c'est la référence. Tous les interlocuteurs du ministère nous ont dit que c'était le numéro de référence pour tout ce qui est contrôle et vérification des permis de conduire. Ouais, donc si quelqu'un a une autre information, là je vois c'est. Nous, on nous a confirmé, hein, c'est carrément la directrice de la délégation de la sécurité routière qui nous a confirmé que c'était bien ça. Oui. Donc, nous c'est l'information et on a de bonnes sources. Ce que je me demande juste, c'est que la personne donc KG qui écrit le message, quelle est l'information qu'elle a ou si elle a vécu, voilà. Mais nous, on sait quelque chose qu'on a vérifié. Qu'on a vérifié avec le ministère. Après, encore une fois, d'autres personnes ont la même question, c'est qu'il doit y avoir un sujet sous-jacent dans l'organisation, mais ça, je ne le maîtrise pas.
Alors, là, je me lance sur un chemin que je ne maîtrise pas complètement, mais je le fais quand même parce qu'il y a des mises à jour ou du permis de conduire, il y a des visites médicales qui sont à faire aussi. Donc, et il y a la réactualisation qui doit être faite. Donc, je redis, enfin, nous redisons, nous aurons la même information que celle dont disposent les forces de l'ordre. Donc, si nous, pour une raison ou une autre, on dit que la personne, son permis n'est pas valide à ce moment précis, alors que la visite médicale a eu lieu mais qu'elle n'a pas été enregistrée, c'est exactement la même information que la police ou la gendarmerie aurait eue. Donc voilà, si ça n'a pas été réactualisé, eh ben, la police et la gendarmerie verbaliseraient de la même manière, puisqu'elles diraient non, le permis apparaît avec un statut invalide. Voilà, je le précise parce que c'est vraiment les mêmes informations en temps réel. Alors bien sûr, s'il n'a pas été réactualisé dans la base, après pour quelle raison ça n'a pas été réactualisé, ça bien sûr, nous on ne le sait pas, ça n'a pas été transmis, ça n'a pas été traité, je ne le sais pas, mais je le précise parce que parfois il y a des délais qui peuvent être occasionnés. On est vraiment en mode passe-plat, on est le reflet exact du SNPC. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, si le but c'est d'avoir un service disponible 24h24 sur 24, 7 jours sur 7, et bien sûr, si pour une raison ou une autre, le SNPC, donc le service national des permis de conduire, n'était pas disponible, et bien dans ce cas-là, on ne serait pas en mesure, nous, de donner une réponse. On indiquerait sur le portail que le service est indisponible et bien sûr, les crédits ne seraient pas débités. Voilà ce qui est logique. Voilà, donc on est dépendant à ce niveau-là de cette disponibilité et sinon, le service est 24 heures sur 24, 7/7 quand vous souhaitez l'exercer. Est-ce que, au-delà des questions, est-ce que vous avez des remarques générales, des commentaires par rapport à l'apport que ça a, au mode de fonctionnement qu'on vous propose voilà. Je sais que la demande initiale, en général, c'était d'avoir un service push, c'est-à-dire que les entreprises puissent être informées en temps réel. Voilà, il a été vu avec la CNIL que ce n'était pas possible. Donc, voilà, donc on aurait été ravis de le faire, mais ça n'est pas possible. Donc voilà. Mais donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit une requête. Et comme le disait notamment Olga, vos pratiques de vérification et les contrats, bien sûr, vous gardez les mêmes, mais vous avez et vous avez cette possibilité de faire en complément ou à la place, avec la périodicité que vous décidez, de vérifier tout ou partie de vos conducteurs salariés. Patrick, alors, regarde s'il y a des questions, il y a des gens qui lèvent. On arrive à terme de notre webinaire, peut-être encore 2-3 dernières questions avant de clôturer. Oui, moi, Madame Barthélémy, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour, j'ai loupé le début parce que j'arrivais pas à me connecter. Juste une question côté financier que je posais, mais vous n'avez pas eu le temps de me répondre. C'est quand on achète les points et tout, comment ça se facture? Parce que est-ce que ça se facture au moment où on rentre un salarié et peu importe le nombre de fois que se fait la réactualisation de la demande, ou c'est chaque fois qu'on fait une demande? Alors, quand vous prenez un abonnement, donc, pour pouvoir consulter, vous devez prendre un abonnement d'une manière ou d'une autre. Oui, ça j'ai compris. Dans cet abonnement, si vous avez choisi la formule à moins de 50 conducteurs salariés, vous avez 100 jetons. Un jeton, c'est une consultation aboutie, c'est-à-dire que vous avez une attestation avec un QR code dessus, un 2D doc, le fameux code barre. On a montré tout à l'heure. Voilà. Donc, dès lors que vous avez une attestation, ça vous décompte un jeton. Donc, si vous avez un abonnement pour une entreprise de moins de 50 salariés, vous avez 100 consultations, on va dire, abouties, offertes. Sinon, vous prenez au jeton. Donc, si vous faites 10 consultations, c'est 10 jetons. Et donc, à la consultation, vous pouvez vérifier 50 fois la même personne et ce seront 50 jetons, ou une fois 50 personnes différentes et ce seront 50 jetons également. Donc, ce n'est pas à la personne, c'est pour différentes raisons. Et on nous a aussi indiqué que là, ce sont des professionnels tels que vous,
il y a des personnels parfois considérés comme plus à risque, sur lesquels on souhaitera faire plus de vérifications. On n'est pas rentré dans les détails, on n'a pas besoin de savoir pourquoi, bien sûr, ni dans quelles circonstances, mais comme ça, ce n'est pas un abonnement à la personne et aux salariés, c'est un nombre de jetons et vous en disposez comme vous voulez. D'accord. Bonjour, Christophe Garcia, je peux poser une question? Allez-y. Oui. Oui, Voilà. allez-y. En fait, il y avait beaucoup de questions dans le chat concernant effectivement les modes de paiement. Est-ce qu'il y a d'autres modes de paiement que la carte bleue? C'est une première question. Et si je pouvais m'en permettre une deuxième, c'est en cas de départ d'un directeur d'agence qui aurait créé, par exemple, un compte au niveau d'un établissement, comment on retire les droits de cette personne pour qu'elle n'ait plus accès, après avoir peut-être quitté la société, qu'elle n'ait plus accès au permis et à ces données qui sont, d'un point de vue RGDP, sensibles? Alors, pour la première partie sur les modes de paiement. Donc, j'ai essayé de mettre un début de réponse dans le chat, mais il y a tellement de questions dans le chat que peut-être que ça s'est noyé dans la masse. Donc là, aujourd'hui, dans la version qu'on vous a présentée, enfin que Jean-Michel vous a présentée, il y a le mode de paiement par carte bancaire. Derrière, il y a un deuxième mode de paiement qui arrive, qui est le paiement par virement. Et on est en train d'implémenter un dernier mode de paiement qui est un paiement qu'on appelle account to account. C'est un paiement qui permet de faire du virement, comment expliquer? En temps réel. En temps réel, comme si, avec l'interface de votre banque, vers l'IN en mode sécurisé par l'intermédiaire de la même chose que ce qui se fait pour la carte bancaire, quoi, par une boutique très sécurisée, et on est en train de le mettre en place. Et qui ne nécessite pas de carte Et particulière. qui nécessite pas de carte, et qui est dans les standards des modes de paiement. Donc là, en gros, pour résumer, dans la version que vous a présentée, il n'y a effectivement que carte bancaire, et il y a deux autres modes de paiement qui arrivent dans la foulée. Voilà, courant mai. Alors, il y en a un qui va arriver très bientôt là, et il y en a un autre qui doit arriver courant mai normalement, mais bon, après, Voilà. la date exacte, ça dépend de la date de validation d'ouverture de Oui, service. bien sûr. C'est pour ça que comme on n'a pas donné la date exacte. Alors, à l'origine, il avait été prévu de n'avoir qu'un paiement par CB. C'était ce qui avait été vu et arrêté il y a 2 ans. Et en relançant le projet, on s'est dit c'est quand même un peu restrictif. Et on voit bien de votre côté que toutes les entreprises ne délèguent pas à une personne une carte bancaire. Donc, on a rajouté, on finalise l'ajout de ces 2 modes complémentaires. En fait, ça part, comme on disait tout à l'heure, pareil avec l'ajout de conducteurs en masse, la mise à jour en masse. On a consulté pas mal d'entreprises, de fédérations, des échanges plus ou moins formels ou même des ateliers. Et on consigne vraiment tout ça et on fait évoluer le service pour répondre à tout ça. Donc, si vous avez des demandes ou des choses qui ne sont pas dans le service, il faut aussi nous les faire parvenir. Et alors, il y a la deuxième question par rapport au fait de supprimer quelqu'un qui avait le statut de mandataire. Alors, on ne l'a pas montré là dans l'application. Parce que sinon ça rallonge encore la démonstration, mais la possibilité de changer en fait la personne qui représente l'entreprise dans l'application. Oui, tout à fait. Donc ça. Et c'est détaillé également dans la FAQ, dans la foire aux questions, voilà, dans le mode de fonctionnement des bonnes pratiques. Et question concrète, je suis la personne, je suis la seule, et je m'en vais. Si tu es la seule personne, il n'y a plus une personne dans ton entreprise. En tant que... Oui, non, je suis la personne qui avait les droits. Je suis gestionnaire et je m'en vais. Il y a une fonctionnalité pour supprimer le compte. Voilà, c'est là où si vous pouvez supprimer les comptes, voilà. Supprimer le compte, donc le représentant légal a toujours accès sur les conducteurs, même sur l'intégralité du portail, et il définit un nouveau gestionnaire qui va prendre en charge la gestion courante. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, et si vous représentez légal, la même personne, là, là, il faut organiser en interne la transition. Voilà, tout à fait. Très bien. Bon, écoutez, oui, peut-être la dernière question, et on va devoir terminer. Oui, moi, Catherine Laval, j'avais une autre question, parce que vous disiez tout à l'heure qu'on ne pouvait pas consulter pour une personne, par exemple, qu'on était en cours pour embaucher.
c'est pas possible. Mais quand on a cette liste et qu'elle n'est pas forcément à jour, enfin, c'est quoi nos risques? Parce que quelque part, il faut montrer patte blanche sur les listes qu'on transmet de conducteurs dans ce. Alors, on a posé la question au ministère, parce que forcément, cette même question, on l'a eu aussi dans d'autres ateliers avec d'autres entreprises. Et en fait, la question, c'était qu'est-ce qui se passe si jamais j'oublie d'enlever un de mes conducteurs salariés que je le contrôle par erreur? Ben, c'est pas très grave. Par contre, il doit quand même avoir une volonté de maintenir à jour l'application, quoi. Il ne faut pas le laisser pendant 4 ans dans l'application et continuer de le contrôler. Si c'est une erreur, c'est pas très grave parce que c'est une tolérance à l'erreur. Maintenant, si c'est volontaire de le garder et de le contrôler sans arrêt, ce qui est un peu bête parce que ça coûte de l'argent. Non. Mais du coup, il y a une certaine tolérance par rapport à ça qui est plutôt liée à l'erreur. Mais voilà. Donc après, je sais pas si ça. Je sais pas. Après, pour info, on va réorganiser d'autres webinaires. Donc là, on vous retransférera un lien et puis vous pourrez soit, si vous utilisez le service, réagir sur le service. Si vous voulez en savoir plus, de toute façon, dans le prochain webinaire, voilà, vous vous inscrivez et puis vous rebondissez dessus le temps que ça mature chez vous. Ou si vous inscrivez au service, vous posez vos questions par rapport au service et puis voilà, quoi. Voilà, par rapport à la question précédente, il ne faut pas que ce soit malveillant. En fait, c'est ça le principe. Voilà, vous avez 10 000 employés, et vous faites une erreur, quelqu'un n'a pas été réactualisé, il n'y a pas mort d'homme. Mais en effet, si vous acharnez sur quelqu'un parce qu'il est parti et vous avez envie de lui nuire, bon, c'est pas du tout la même chose. Bonjour, juste dans la continuité de la question, on n'est pas obligé de déclarer l'intégralité de nos salariés. On peut très bien mettre sur la plateforme que les gens peuvent vérifier. Ouais. Si vous avez une population, entre guillemets, que vous souhaitez cibler un peu plus, vous pouvez le faire sur cette population. Vous êtes libre. Oui. Voilà. Super. Bon. Et est-ce qu'il y a un message particulier en cas de suspension de permis? C'est écrit que le permis est invalide. Donc là, dans ce cas-là, c'est chez vous, vous devez vous rapprocher de votre conducteur et puis qui vous explique. Qui vous explique. Après, c'est une gestion de mon conducteur qui n'a plus son permis, quoi. On fournit l'information et après, vous le gérez directement avec la personne. Voilà. Chers tous, nous devons terminer notre séquence, notre webinaire. Donc, pour résumer, le replay de ce webinaire sera mis en ligne. Dans les actualités de TRM qui vont être diffusées, comme d'habitude, je le dis, vous trouverez des éléments sur le contexte légal et avec quelques informations encore sur les droits et les obligations de l'entreprise et le déroulé. Et puis, gentiment, peut-être l'imprimerie nationale pourrait peut nous laisser le support de présentation pour que je puisse diffuser. Oui, alors juste un petit complément. Là, la version que vous a montrée, ce n'est pas la version définitive. Il manque que certains visuels, des logos, des choses comme ça. Ouais. Donc, de bien mettre la restriction, entre guillemets, bien préciser que ce n'est pas la version définitive parce qu'il manque quelques éléments de communication comme des logos, etc., qui sont importants en termes d'image, par exemple pour le ministère. Etc. C'est juste ça, ce point-là. Brouillon, voilà. Brouillon, projet. C'est le site test en fait. Bon, on n'a pas besoin de tous les éléments, mais voilà, on est dans notre mode test pour pouvoir le présenter. Mais il y a quelques éléments qui sont importants quand même pour les ministères en termes de visuel. Et du coup, ils nous ont demandé de faire attention quand on communique sur les logos, etc. Donc voilà, c'est bien de garder ce petit truc-là en tête. Voilà. Okay, super. Merci beaucoup à l'Imprimerie nationale pour votre temps, votre disponibilité, votre professionnalisme et merci beaucoup à nos adhérents d'être là avec nous.